Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec une invitée et pour commencer ce mois en beauté on est avec Betty pour une interview encore et toujours comme tous les premiers mercredis du mois, et aujourd'hui on va parler d'un business plan un peu particulier qui est le crowdfunding et la levée de fonds pour monter son business et lancer des projets. Et je pense que je suis avec la reine de ce type de business plan puisque tu en as lancé deux, je crois. Alors, peut-être même plus si ouais. je ne suis pas au courant. En fait, je pense même que j'en suis à concrètement peut-être même 5 ou 6 Ah ouais. avec mes expériences professionnelles passées. Ah ouais, d'accord. Bon, cumulées, on va en parler alors. Ok, bah, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire qui tu es dans les grandes lignes? Alors, je m'appelle Betty, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis créatrice du coup de la marque Le Petit Gigoteur depuis 2020, qui est spécialisée dans la rallonge de body pour bébé. Donc c'est un petit accessoire qu'on va venir clipser sur les bodys de bébé pour prolonger leur durée de vie. Et nouvellement aussi de ma nouvelle marque Audacieuse, qui cette fois-ci est pour les femmes, puisque ce sont des rallonges de body pour femmes, suite à de nombreuses demandes de celles-ci. Et avant, tu faisais quoi? Alors avant ça, j'ai travaillé plutôt dans l'audiovisuel, j'ai fait mes études plutôt sur cet axe-là, et ensuite j'ai travaillé plutôt dans le spectacle vivant et j'ai été manageuse de groupe de musique pendant 2 ans. Ok, voilà. Trop bien, trop bien. Et du coup, toujours dans la région à Montpellier? Toujours dans la région sud, ouais. Ok. Pour la petite anecdote, nous nous connaissons, et nous nous connaissons depuis longtemps, puisqu'on se connaît de l'internat. Ouais. Où on était avant ensemble sans se rendre compte en fait, et t'es retombé sur moi sur un live sur TikTok. Sur TikTok, ça, je crois. Ouais. Et puis bah voilà, ouais. C'est trop drôle, la vie est improbable. C'est clair. J'ai un petit rituel au début de chaque vidéo interview. J'aime bien que la créatrice ramène un produit, une création qui lui tient particulièrement à cœur. Je sais pas si tu as pensé à quelque chose ou pas, je t'ai pas demandé avant de commencer. J'ai quand même des tout premiers modèles de rallonge de body voilà, que j'avais fait à ma toute première campagne Ulule, justement. Okay. On en parlera après. Mais pour le lancement de ma marque, c'était une époque où je posais encore les boutons pression à la main avec une machine manuelle. Voilà, c'est mes toutes premières créations et aussi mes premières créations de couture, puisque en fait j'ai appris à coudre en lançant ma marque. Et donc voilà, je savais même pas que je pensais en avoir quelque part, mais je suis tombée dessus par hasard direct. Donc ouais, c'est avec ça que ça a commencé, quoi. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer, juste comme ça, qu'on comprenne de quoi on va parler, ce que tu fais réellement, qu'est-ce que c'est les rallonges de body, tout ça, comme ça au moins on sait de quoi on parle. Je peux faire une petite démo? Vas-y. Alors du coup, donc un body bébé, ça s'attache par en bas pour ceux qui ne sont pas parents, parce que voilà, hein, mine de rien, c'est pas évident pour tout le monde. Non. Voilà. Non. Sauf qu'en fait, bébé grandit très très vite et du coup, il existe de multiples tailles de body. Donc on va avoir 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, etc., etc. Et donc moi j'ai développé la rallonge de body pour garder plus longtemps le body de bébé. En fait, on va venir le clipser en bas du body, et un body de taille 3 mois va devenir un body de taille 6 mois, un 6 mois va devenir un 9 mois, etc., etc. Ce qui permet donc de les garder plus longtemps, de consommer moins, d'éviter aussi les fuites par compression quand la couche va gonfler la nuit. Et voilà, du coup c'est mon petit produit phare depuis le tout début de ma marque, et j'en suis très contente. Ok. Et les tissus que tu utilises, c'est des chutes de tissus ou c'est vraiment alors, tissu que tu achètes? Il y a 2 tissus. Le tissu à motif, c'est effectivement des chutes de tissus. Hop, donc en fait, je reçois de créateurs en puériculture toutes leurs chutes de tissus qui ne sont pas utilisées pour leur création. Et donc moi, je vais les transformer ensuite pour faire les rallonges. Et ensuite, l'autre côté, c'est de la flanelle de coton bio que pour le coup, j'achète. Voilà, parce que c'est en contact avec bébé, c'est tout doux. Et voilà, je voulais du bio parce que j'ai à cœur que voilà, le tissu soit le plus sain aussi pour la peau de bébé et pour l'environnement. Et du coup, tu fais la même chose pour les femmes maintenant, c'est ça? C'est ça. Audacieuse. Ouais. Exactement le même. Alors, c'est pas avec des chutes de tissu, pour le coup, c'est avec des tissus d'une créatrice que j'ai sélectionné en particulier parce que elle a un univers qui est très à elle,
plutôt engagée féministe, qui est une autre valeur aussi que je prône. Et du coup, ça va être des tissus vraiment plus comment dire, olé si si je peux me permettre, avec des vulves, des vagins, etc. Donc voilà, c'est la petite différence. Et puis aussi pour casser le côté rallonge de body pour bébé et pour femme, voilà, pour qu'il y ait vraiment deux univers très distincts. Ok. Alors, ton premier business, c'était pas le petit gigoteur du coup, ou si? Alors, mon premier business vraiment à moi en soi, c'était le petit gigoteur, même si effectivement quand je travaillais pour un groupe de musique, j'étais très indépendante sur ce que je faisais, même si je travaillais en collaboration avec eux et pour eux. Tu faisais de la com? Je faisais beaucoup de communication, je faisais un petit peu du booking, du management, je faisais aussi de l'audiovisuel puisque je filmais aussi pas mal leurs événements, je faisais du montage, enfin voilà. Et du coup, quand tu as lancé le petit gigoteur, c'était quand? Eh bien, c'était premier confinement. Donc, j'étais intermittente du spectacle à ce moment-là. Premier confinement. Plus d'intermittente du spectacle. Voilà, en fait, j'ai vu venir un petit peu le bazar. Je me suis dit, mon Dieu, ça craint pour tous les intermittents. À ce moment-là, j'avais aussi un petit bébé, puisque mon fils avait à peu près moins d'1 an, avait 6 mois à peu près. Et j'avais découvert l'existence de la rallonge de body sur Internet. Quand j'étais enceinte par hasard, et j'ai voulu m'en procurer donc pendant le premier confinement, sauf que je n'en trouvais que sur Amazon, AliExpress, autres sites à l'éthique un peu douteuse. Et donc je me suis dit je vais le fabriquer. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu cette idée en tête, c'est devenu une obsession. J'ai voulu en fait je me suis dit, si moi je trouve pas ce produit, personne le trouve. Personne le trouve. Donc il n'existe pas. Allons-y. J'avais déjà cette caravane atelier. Elle était à l'époque, c'était mon bureau, pour avoir un espace à part de la maison. Et donc, c'était l'occasion aussi de la réaménager pour en faire mon bureau. Ok. Et du coup, tu as lancé le petit gigoteur sous un format un peu particulier, qui est du coup une levée de fonds. Et est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Pourquoi t'es partie là-dessus? Alors du coup, quand je travaillais avec le groupe de musique, on avait fait typiquement une campagne Ulule, donc c'est du crowdfunding comme on dit, pour le lancement d'un album, puisqu'en fait c'est un système finalement de précommande, les gens vont précommander, et ce qui nous permet nous de notre côté de pouvoir financer en amont le projet et d'envoyer les contreparties, qui sont en fait les précommandes, ultérieurement. Et du coup, quand j'ai lancé le petit gigoteur, donc j'avais 0 budget. Le but, c'était quand même de pouvoir investir notamment dans ma machine à coudre, dans différentes machines, le matériel, etc. J'avais absolument rien. Et donc, pourquoi pas me lancer là-dedans, puisque c'est un format que je connais et que j'ai déjà fait. Et voilà, c'est par là que j'ai voulu commencer, aussi pour le côté communication, parce que ça ouvre aussi la visibilité auprès de personnes qui cherchent pas forcément ce produit de base. Ouais, ok. Mais du coup, donc en gros, tu crées un compte sur Ulule, et ensuite les gens ils viennent et ils tombent par hasard, ou c'est à toi de faire toute la communication Alors il y a plein de façons différentes d'attirer les gens sur notre campagne Ulule. Alors effectivement, il y a des gens qui aiment juste se promener sur Ulule et regarder les projets, puisqu'en fait il y a beaucoup de projets qui sont très innovants ou très chouettes à soutenir, qui se lancent. Donc c'est vrai qu'il y a déjà cette part de personnes qui vont juste tomber dessus par hasard. Et ensuite, il y a aussi un gros travail de communication à faire aussi, notamment sur les réseaux, envoyer à la famille. Et voilà, vraiment, il faut animer vraiment sa campagne pour qu'elle soit la plus diffusée possible, que les gens puissent tomber dessus. Okay. Et donc du coup, il y a d'autres plateformes que Ulule pour faire des levées de fonds? Ouais, il en existe plein. Il y a KissKissBankBank, il y a... là, je les ai pas tous en tête, mais il y en a... Et pourquoi tu as choisi Ulule, toi? Parce que j'ai toujours fait sur Ulule. Ok, ouais. C'est juste, tu connaissais du coup... C'est la plateforme que je connaissais, elle fait partie des plus connues, et voilà, c'est celle sur laquelle j'étais à l'aise dès le départ pour lancer ce projet. Ok. Et du coup, ta première levée de fonds pour le petit gigoteur, ça a duré combien de temps entre le moment où tu as ouvert la cagnotte et...
Alors j'ai lancé ça, je crois, en septembre ou en octobre, je sais plus, et je l'ai terminé fin novembre. De souvenir, je crois que j'avais fait quelque chose comme 30 jours. Okay. C'est ce qui est conseillé aussi par la plateforme, parce qu'en fait, ce qui est très bien quand on lance une campagne Ulule aussi, on n'est pas lancé comme ça. On a tous un accompagnateur qui va nous aider à mettre en place la campagne Ulule. Avant de la mettre en ligne, on doit soumettre le projet, on nous donne plein de conseils sur comment l'améliorer, etc. Okay. Et donc, la durée en fait partie. 30 jours en général, c'est ce qui est conseillé. Parce que dans les 3-4 premiers jours, ça va être très actif. Il va y avoir d'un coup beaucoup de personnes qui vont venir dessus. Ensuite, ça va être très calme et ça va revenir sur les 3-4 derniers jours. Okay. Et donc, si on fait une campagne Ulule qui est trop longue, effectivement, c'est très dur d'animer au milieu. Voilà, ça s'essouffle effectivement. Okay. Elle s'est bien passée? Elle s'est très bien passée. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance une campagne Ulule, on donne un objectif. Voilà, c'était une question que je savais pas. Voilà, on donne un objectif en fait sur ce qu'on souhaite avoir comme financement. Ouais. Moi, je crois que de souvenir, j'avais mis 1 000 €. Ouais. Et en fait, si on n'atteint pas les 100% de l'objectif à la fin du délai, alors toutes les personnes sont remboursées. Et puis, c'est à nous de nous débrouiller de notre côté. En l'occurrence, ça s'est très bien passé parce que je suis arrivée à 286%, je crois, de l'objectif. Oui, ça va. Donc voilà, j'ai atteint 2 800 €, c'était plus que ce que j'espérais. Surtout que voilà, effectivement, j'avais 0 communauté. J'ai créé mon compte Instagram à ce moment-là, je ne savais même pas comment marchait Instagram. Voilà, c'était je connaissais personne dans le milieu. J'étais la première maman de toutes mes copines. Donc en plus, j'avais personne autour de moi qui pouvait être acheteur. Enfin voilà, c'était le début de tout, quoi. Ouais. Ok. T'as lancé après la campagne de Audacieuse, donc ça vient de se terminer là, il y a vraiment pas très longtemps. Et ça s'est bien passé aussi? Ça s'est bien passé aussi, un peu moins, mais parce que je pense que de mon côté, j'ai beaucoup moins communiqué. Je voulais dire, je trouve que ça m'a étonnée que ça marche aussi bien, j'ai trouvé que je m'attendais à beaucoup plus. J'avais pas l'impression de devoir énormément communiquer dessus. Bah, en fait, je pense que il y a déjà le fait que j'ai déjà le petit gigoteur, donc j'ai déjà une entreprise à gérer. J'avais forcément moins le temps. J'étais très pressée de le lancer aussi, donc j'ai beaucoup moins pris le temps de préparer. La campagne Ulule du petit gigoteur, j'ai commencé à la préparer en mai. Ah oui, tu l'as lancé pour octobre, de façon vachement intense. Et là, Audacieuse, non, je l'ai lancé en peut-être 2 mois de préparation seulement, en sachant que j'avais donc le petit gigoteur à côté et que j'étais en formation aussi à ce moment-là, que voilà, j'avais très peu de temps. Ok. Et du coup, tu as suivi une formation pour avant de te lancer sur la première campagne ou pas du tout? Parce que tu dis que tu es accompagnée, mais est-ce qu'ils te font, pour les personnes qui font une première campagne, est-ce qu'ils accompagnent vraiment plus que pour les suivantes ou non, t'as pas de formation? Alors non, il n'y a pas de formation en particulier. C'est à toi vraiment de bien développer ton projet avant. Et c'est pour moi aussi un gros avantage de la campagne Ulule, c'est qu'on est obligé de vraiment imaginer son projet de A à Z. On doit avoir des visuels puisque les gens veulent voir à quoi ça va ressembler. On doit avoir un peu notre charte graphique, on doit avoir notre business plan, on doit avoir voilà, beaucoup de choses. Et donc non, on n'est pas aidé par Ulule. Cependant, Ulule a lancé entre-temps là une formation. Alors, je crois elle était finançable par CPF, mais je crois qu'elle ne va plus l'être. Voilà. Après, on trouve énormément de contenu aussi sur Internet, qui nous aide à lancer des campagnes Ulule. Okay. Et pourquoi tu as choisi ça? Juste parce que tu l'avais fait la première fois avec le groupe de musique? Mais le groupe de musique, pourquoi ils sont passés par... Quand tu as fait pour le groupe de musique, pourquoi tu es passé par là? Parce que avant ça, j'avais fait une autre campagne Ulule. Quand j'étais encore étudiante en cinéma. On avait organisé un festival de cinéma inter BTS de France. Et du coup, on avait lancé une campagne Ulule à cette époque-là. Et voilà, du coup, c'était un format qui fonctionnait bien et effectivement, je voyais qu'il y avait moyen de... Même tester pendant tes études, donc c'était vraiment un truc que tu connaissais depuis presque toujours, c'était un peu... Pour moi, c'était complètement évident de lancer mon projet de petit gigoteur avec une campagne. Et ça t'a pas fait peur un peu de lancer là-dessus, enfin le petit gigoteur, hein, on revient au petit gigoteur,
Ça t'a pas fait peur de le lancer sur une campagne? Non, du tout, parce que je savais que ça allait m'ouvrir des portes. Ou du doute peut-être, je veux dire. Ah ben forcément, il y a toujours du doute de savoir est-ce que vraiment ça va prendre ou pas. Après, j'avais tellement la tête dedans depuis des mois à préparer mon... En fait, j'ai travaillé presque à temps plein sur ce projet pendant 6 mois avant de le lancer. C'est énorme. Et du coup, j'avais aussi développé des contacts aussi avec quelques personnes, notamment les créatrices qui m'envoyaient leurs chutes de tissus. Enfin voilà, j'étais quand même entourée aussi de personnes qui me soutenaient beaucoup dans le projet, donc je savais que ça allait être relayé sur les réseaux, etc. De toute façon, il faut essayer. Tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Alors effectivement, c'est beaucoup de temps, d'énergie pour lancer le projet. Mais quand bien même il n'est pas financé, c'est du travail qui de toute façon aurait dû être fait pour le lancement de notre projet, c'est-à-dire faire travailler son graphisme, son produit, etc. Tu vois, enfin, moi je sais pas, mais si je lance un nouveau produit, admettons, je me dis je lance un nouveau produit, j'ai envie de le tester tout de suite, là, maintenant, sur un marché, et puis je vois, tu vois, sur le marché si ça fonctionne, si voir un peu, je jauge un peu les gens, ce qu'ils en pensent, et après, du coup, si jamais je vois que ça vend, à ce moment-là, je le développe plus, tu vois. Là, t'as bossé pendant 6 mois sur un projet, t'en avais vendu avant de faire la campagne quand même. Ou vraiment jamais t'avais exposé Non, pas du tout. J'en ai jamais vendu. Et en plus, c'est vrai que sur le côté doute, c'est que du coup, j'ai quand même lancé un produit qui, en soi, n'existe pas. Ça. Personne l'utilise en France. C'est pas connu. Et du coup, c'était tout le risque et toute l'adrénaline aussi du projet, en fait, de faire connaître. Après, pendant ma campagne Ulule, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai des influenceurs qui sont tombés sur mon projet par hasard sur Ulule, justement, comme quoi. Et c'est grâce à ça, en grande partie, que ça a explosé à ce moment-là en termes de vente et de visibilité. Pour toi, c'est quoi l'avantage principal de lancer une campagne de crowdfunding contrairement à lancer des produits comme ça et puis voir si ça marche enfin, le lancement classique d'un créateur, tu vois, qui se met à... Pour moi, déjà, c'est qu'on est obligé de travailler dans l'entièreté le lancement de notre produit, puisqu'il va y avoir une stratégie de communication qui doit être mise en place. Comme je disais, le business plan qui doit être mis en place aussi pour savoir comment financer tout ça. Et comme c'est un système de précommande, on sait d'ores et déjà si ça va toucher vraiment une bonne clientèle ou pas. Oui. Et par exemple, pour Audacieuse, si je n'arrivais pas à mon objectif, tant pis, c'est pas grave, je le lance pas. Il n'y a pas de gens pour l'acheter. C'est qu'il n'y a pas de gens pour l'acheter. Et du coup, c'est aussi annonciateur du futur pour ce produit et pour notre projet. De dire, voilà, là, ça a super bien marché sur la campagne Ulule, donc, a priori, il n'y a pas de raison que dans le futur, ça ne se vende pas. Oui, mais du coup, tu es obligé quand même d'investir sur le matériel avant de lancer la campagne. Pas forcément, parce qu'en fait, c'est toi qui donnes tes délais de confection et d'envoi de tes contreparties. Oui, il faut quand même, par exemple, pour le petit gigoteur, la contrepartie, c'était une rallonge. La rallonge, il fallait tout le matériel pour la créer. Donc, il a fallu que tu investisses dans les machines pour créer ton prototype, pour faire les photos, pour faire tout ça, tu vois. Oui, alors, oui et non. Parce que, en fait, typiquement, moi, pour le petit gigoteur, effectivement, j'ai pu acheter juste ma machine à coudre. J'avais juste une machine à coudre voilà, de ma poche. Mais en fait, quand ta campagne Ulule est terminée, ensuite, tu reçois sous 24 heures le versement. Ok. Donc, tu peux très bien dire, la campagne Ulule se termine le 30 juin. Un prototype pas ouf pour faire les photos. Voilà. Qui ne sera pas vendable, mais qui te dépanne pour faire les photos. Voilà, et exactement. Après, t'achètes vraiment la exactement. matière. Typiquement, après, tout ce qui est presse, machine, etc., je les ai achetés après, une fois que j'ai reçu l'argent d'Ulule. Et voilà, si tu dis, par exemple, la campagne se termine le 30 juin, tu peux dire, vos contreparties, vous les aurez le 1er septembre, même s'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de produits aussi qui se lancent sur Ulule, qui par exemple sont produits à l'étranger ou qui sont des grosses productions qui sont faites au Portugal ou je ne sais. Et du coup, pareil, il faut payer en fait aussi l'usine. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu vois des inconvénients à ce type de Alors, premier inconvénient, il va être plutôt de type financier, c'est que Ulule prend 8%. Sur la campagne. Donc ça peut être énorme. Ça peut être énorme.
Mais du coup, c'est à anticiper aussi sur ton business plan, de dire que voilà, il y a 8% qui 8%. vont partir de toute façon. Tout comme il y a 20% qui part. Voilà, exactement. De toute façon. Donc il y a ça, il y a le fait que c'est énormément d'investissement de temps en termes de communication, parce qu'il faut que les gens ils tombent dessus, il faut qu'ils se sentent en confiance pour commander. Et puis aussi pour développer la campagne Ulule, ça demande aussi beaucoup de temps de créer les visuels, les textes, etc. Mais au moins ils sont faits pour le futur. Mais c'est un vrai travail. C'est ce que on en parle parce qu'on en parlait dans la première interview avec Pauline de ça. Et je disais, en fait, c'est un vrai travail. Il y a des gens, ils sont embauchés dans des startups, etc. pour faire ça, en fait. C'est leur job à temps plein. Donc c'est quand même énorme comme charge de travail. S'il y a un boulot qui est créé, enfin un poste créé pour ça dans certaines entreprises, c'est que clairement c'est un vrai boulot, quoi. Ça je pense même que ça peut être le boulot d'une équipe, parce qu'en soi, même rien que dans ce boulot-là, ça touche tellement de choses différentes. Après, bon voilà, quand on est entrepreneur, évidemment, on est couteau suisse. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu conseillerais ce type de business plan? Dans l'absolu, oui. De toute façon, si vous pensez que c'est un produit qui... En fait, pour moi, la campagne Ulule, c'est bien si c'est vraiment un produit qu'on veut produire à grande échelle ou à moyenne petite échelle, mais je veux dire, voilà, qui sera vraiment un produit phare. Un produit, c'est ce que j'allais dire, un produit presque unique, quoi. Voilà. Par exemple, pour moi qui fais plein de créations différentes, bah, la campagne Ulule, pour financer quoi? Oui, c'est ça. Moi. Voilà, ça peut être, ou alors ça peut être pour lancer vraiment un gros projet, ou ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, pour, voilà, on a besoin d'investir dans, je sais pas, une brodeuse pour développer son entreprise. Ça peut être, voilà, je vais lancer une collection de chemises brodées pour mon entreprise, et du coup, ça va permettre de financer la machine et de faire le nombre de préventes. Tu peux lancer une campagne Ulule en plein milieu de ton business. T'es pas obligé de débuter ton business. Toi, tu l'as fait comme ça, mais en fait, on peut lancer une campagne Ulule à n'importe quel moment. Typiquement, pour le petit gigoteur, j'ai lancé une deuxième campagne Ulule aussi pour mes body évolutifs. Et ça, c'était au bout de 2 ans d'entreprise. Ok, d'accord. Ah oui, et les bodys, c'est toi qui couds tous les bodys de A à Z? Non, alors les bodys sont en coton bio. J'ai sourcé au maximum pour trouver du local. Malheureusement, en fait, on ne trouve pas en France ou en Europe des bodys en coton bio unis, déjà faits et non brandés. Donc, c'est-à-dire qu'on peut retravailler. Donc, ce sont des bodys en coton bio qui viennent de Tanzanie. Après, je me suis beaucoup renseignée pour savoir un peu quelles étaient les conditions, etc. Alors, la Tanzanie, c'est quand même un pays qui, à la base, est un grand manufacteur en termes de textile. Ça a beaucoup chuté à cause en fait de l'envoi massif de vêtements de seconde main en Europe, ce qui a en fait détruit vachement l'emploi là-bas. Et donc ça fait quelques années que la Tanzanie refuse justement de recevoir maintenant des habits de seconde main d'Europe pour pouvoir relancer l'économie aussi locale et pouvoir relancer. Donc ça veut dire que le coton est cultivé là-bas, le coton bio, c'est cultivé, tissé, cousu, enfin voilà, il est entièrement conçu là-bas. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Les manches et la rallonge qui va avec. Exactement. Bon, après, je le transforme pour qu'il devienne évolutif. Et il peut y avoir un petit bavoir à clipser effectivement dessus. Je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens. Non, t'inquiète, mais du coup, je sais plus. Non, c'est super. Mais à la fin de la campagne, une fois que la campagne elle est validée, les gens reçoivent, ont un délai qui sont annoncés, et du coup, tu leur renvoies. La contrepartie, en fait, c'est le produit pour lequel ils ont financé, pour lequel ils ont donné de l'argent. C'est vraiment une précommande. Et sur Audacieuse, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des rallonges, il y avait les chouchous aussi. Voilà, j'ai rajouté des produits. En fait, après, dans les contreparties, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Voilà, on se comprend. En lien avec. On peut, typiquement, j'ai mis aussi à la fin, j'ai rajouté aussi les rallonges bébés s'il y avait des gens qui voulaient en commander en même temps. Soutenir. Et voilà. Puis, c'est ça aussi, c'est que souvent quand on fait une campagne Ulule, on va proposer des tarifs qui sont inférieurs à ceux de la vente classique. De la vente classique. Pour remercier, déjà pour remercier, inciter les gens à participer. Et parce que c'est donnant-donnant en fait. C'est vous m'aidez à financer mon projet. Donc voilà, je mets l'effort aussi de mon côté pour proposer des tarifs préférentiels. Et du coup, les gens, après, tu crées tout ton stock à partir du moment où tu as eu la validation de la campagne.
Oui, tu peux le faire au fur et à mesure si tu as le matériel nécessaire, si t'as pas besoin de l'investissement. Moi, typiquement, je ne pouvais pas parce que il me fallait les tissus, ce qui coûte quand même très cher, et que j'ai dû forcément du coup attendre le financement et les boutons pression également. C'est qu'en fait, ça sur bon, on vous montrera plus proche, mais c'est qu'en fait, selon les bodies, il y a vraiment des types d'attaches qui sont très différentes, et en fait, pour le coup, je fais vraiment du sur-mesure. Donc, mais il n'y a pas le choix, parce que sinon, en fait, si c'est pas adaptable, ça gêne après. Exactement. Il faut que ce soit adapté vraiment au body de. Déjà qu'au début, porter un body, ça gêne un peu. T'as l'impression que c'est une couche, quoi. Alors si en plus il y a un tissu en plus, et que ce tissu est pas adapté, du coup il fait des plis parce que les boutons ils sont. De toute façon, si c'est pas adapté, ça ne pourra même pas se clipser. C'est le problème que j'avais aussi pour les body bébés. Tu vois, là et là, si j'achète. En soi, ça pourrait clipser, mais ça, moi j'ai un body comme ça là actuellement sur moi. Si je mets avec ça, je pourrais clipser. Juste ça va faire un pli. Oui. C'est ça. Extrêmement désagréable. Donc c'est pour ça que moi typiquement, là j'ai pris énormément de retard sur ma campagne Ulule, parce que j'ai commencé à envoyer les contreparties 1 mois en retard. Parce que je n'avais pas réalisé à quel point c'était du sur-mesure. Donc là c'est un peu une erreur que tu as faite quand tu as lancé, de dire de pas assez préparer en amont. Mon erreur, c'est de ne pas avoir anticipé. Peut-être en fait ce que j'aurais dû faire, c'est une fois que les gens avaient précommandé, que directement ils me communiquent quel type d'attache ils avaient, par exemple. Ah oui, parce que là tu as dû recontacter tout le monde. Donc là j'ai envoyé, en fait là j'ai créé un formulaire que j'ai envoyé à tout le monde, et ils doivent me donner tout, c'est-à-dire le type d'attache, le nombre de centimètres entre les attaches, m'envoyer une photo du body, parce que selon le body, des fois le montage est pas dans le même sens. Et les bébés c'est pareil? Alors les bébés c'est quand même plus simple, bien heureusement. C'est fou. Ouais, c'est la particularité. C'est compliqué pour les femmes, et pour les bébés pas de problème. Les bébés ça reste du standard, c'est-à-dire que ça reste du bouton métal, toujours. Par contre, il y a 3 diamètres de boutons pression différentes. Donc, j'ai dû recenser les marques. J'ai recensé taille 1, taille 2, taille 3, les marques. Sur le site, c'est indiqué. Voilà, c'est indiqué sur le site. Comme ça, les gens s'y retrouvent et ils peuvent trouver la rallonge qui convient à toutes les marques de body qu'ils ont chez eux. Ça me prend plus de temps. Il y a du retard. Bien heureusement, j'ai une clientèle qui est ultra compréhensive, super bienveillante, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur ça m'a beaucoup angoissée aussi. Même encore aujourd'hui, de ne pas avoir envoyé toutes les contreparties. Et du coup, les contreparties, tu as fait aussi des chouchous pour ceux qui portent pas de body, par exemple, et qui voulaient juste te soutenir. C'est ça. Et parce que en lançant ma marque, je me suis dit, j'ai pas envie de sortir que des rallonges de body sur mon site. J'aimerais bien lancer d'autres trucs. Du coup, je me suis dit, les chouchous, c'est sympa. D'autant plus que, voilà, comme je veux faire une marque un peu engagée, féministe, je me dis, un chouchou avec des motifs un peu féminins, etc. Alors, ça reste discret, mais en même temps, c'est un petit peu osé. Détails, voilà. Donc, et puis aussi pour en fait les personnes qui veulent me soutenir, mais qui portent pas de body. C'est ça. Commencer à acheter des bodys grâce à toi. Et en fait, je l'ai mis, et je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait besoin d'une rallonge, en fait. Parce que surtout pour les femmes qui sont grandes, trop grandes, ou grand buste, ou qui sont un peu enrobées, c'est ça. Ou voilà, en fait, mais même moi, en fait, je pensais pas en avoir besoin du tout. Je suis pas ma propre cible, mais effectivement, j'ai acheté un body qui, en fait, quand on s'assoit, c'est pas confort, quoi. Ça rentre où ça devrait pas rentrer, quoi. Je me suis dit, je vais essayer mes rallonges, du coup, et en fait, effectivement, ça change tout. Et je me suis dit, si même moi, du haut de mes 1m60, je me rends compte que ça peut être utile et confortable, clairement, c'est qu'il y a une cible. Et puis, de toute façon, à la base, moi, on m'a demandé ce produit-là. J'ai jamais prévu de le lancer un jour dans ma vie. Est-ce que tu feras pour les femmes parce que on en a besoin, quoi. Oui. Moi, vraiment, c'est un truc, ça me ferait peur de louper des ventes, en fait. Ça me ferait peur de trop attendre. Tu vois, les gens, ils ont un peu ce besoin constamment d'avoir tout de suite. Et moi, je sais qu'il y a des gens, ils refusent ils me passent commande. Par exemple, moi, je suis sur Etsy. Ils me passent commande sur Etsy. Et j'ai passé de 3 à 5 jours. Ça va. C'est pas non plus pour de la personnalisation. Il y en a, ils demandent 10 jours. Et j'ai quand même des pertes de vente, des gens qui passent commande et qui après m'envoient un mail et me disent, en fait, j'avais pas vu les délais de fabrication. C'est dans trop longtemps. Alors, parce qu'ils ont trop l'habitude de commander avec Amazon et que ça arrive le lendemain, quoi. Sur Ulule, non, ça ne peut pas arriver parce qu'en fait, c'est le deal dès le départ. Les gens sont au courant que c'est une précommande
que ça sera en production ensuite. Donc voilà, les gens attendent et savent que ça sera pour dans un certain temps. Donc sur ça, non, j'ai jamais eu de problème. Et après, une fois que tu as fini de lancer tes contreparties, t'ouvres un site internet? Ouais. Mais là, il va ouvrir a priori mardi soir. Ok. Voilà, quand vous regarderez cette vidéo, il sera ça sorti, sera ça y est. sorti. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon et sur l'écran. Et effectivement, ce qui me rassure beaucoup, c'est que en ce moment, du coup, je communique pas trop sur Audacieuse parce que j'ai pas de boutique ouverte et que je suis encore en train d'envoyer les contreparties. Mais je reçois quand même au moins une fois par jour un message de quelqu'un qui me dit bonjour, ça sort quand? J'attends. Donc voilà, je sais que quand même c'est un produit qui est attendu. Il y a des gens qui attendent, un travail monstre. C'est un travail de 3 personnes, ouais. Contrairement à juste lancer un produit et puis bon voilà. Mais même lancer un produit, c'est sans campagne déjà, c'est penser à tout, voilà. Surtout que je fais tout toute seule. Enfin, je veux dire même le site web, je le fais moi-même. Mais c'est de penser à tout ça, même, enfin, de se rendre compte que même après plusieurs campagnes, t'arrives encore à dire ah mais ça j'ai raté le truc. C'est fou, c'est énorme. T'as d'autres projets? Est-ce que j'ai d'autres projets? Non, pas vraiment. Là, je vais commencer à mi-temps, donc j'aurai moins de temps pour lancer d'autres projets. Si, déjà ouvrir la boutique d'Audacieuse et développer. Alors, j'ai d'autres produits que j'aimerais développer pour Audacieuse. Après, je me laisse le temps. Je veux pas me surcharger de travail parce que je l'eusse fait pendant un moment et clairement frôler le burn-out pour sa propre entreprise, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible parce qu'on se sent coupable en plus de ça d'être pas bien alors que c'est notre propre entreprise, qu'on a créé ce bébé. Ça fait peur parce qu'on n'a rien d'autre. Enfin, moi, je sais que là, je vais reprendre un mi-temps. Ça me fait quand même un petit peu peur aussi de repasser un peu du côté entrepreneuriat, salariat, alors que j'ai jamais trop été salariée dans ma vie. Faut ce qu'il faut. Il n'y a pas le choix. Et écoute, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un truc que tu as envie de dire, un conseil? Est-ce que à quelqu'un qui aurait envie de lancer une campagne? Je sais pas. Essayez de faire les choses dans le bon ordre, de vraiment lister correctement tout ce que vous avez à faire avant, pendant et après la campagne Ulule. S'entourer de personnes aussi qui connaissent. N'hésitez pas à poser des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les campagnes Ulule, à venir me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Notamment sur Instagram, c'est le plus simple pour moi. C'est une super expérience. Moi, j'adore ça. Sinon, j'en aurais pas fait 5. Voilà. J'en ai pas de prévu pour les prochains temps. Mais j'avais presque pour projet de peut-être lancer une formation, un e-book avec sur la campagne Ulule. Et tout, et parce que je reçois quand même beaucoup de questions d'entrepreneurs sur les campagnes Ulule. Des fois, j'ai même des calls avec des entrepreneurs sur ça. Donc, ça m'étonne pas. Et je fais beaucoup d'erreurs. Parce qu'en France, c'est quelque chose qui se mais du coup, j'ai le recul. Et pour moi, clairement, si vous avez le choix entre faire un prêt à la banque ou faire une campagne Ulule, faites une campagne Ulule. Vraiment, parce que vous n'êtes pas endetté. De toute façon, en ce moment, les banques nous rient au nez, donc de toute façon, c'est même pas la peine. Mais voilà, ne vous endettez pas. Il vaut mieux que le projet ne se fasse pas parce que vous n'avez pas atteint votre objectif. Quitte à revoir votre objectif après à la baisse et refaire une campagne, il n'y a pas de souci. Voilà, pour moi, c'est un super compromis pour pouvoir financer un projet. Merci à toi d'être venu me voir ici dans ma petite caravane atelier. C'était hyper intéressant, franchement. Est-ce que tu as envie de passer le relais à une créatrice? Je pense à une autre entrepreneuse que je trouve très courageuse, qui bosse beaucoup et j'adore son produit. S'appelle Orphée, Orphée Dodo. En plus c'est le prénom de mon papa, qui est un réveil, enfin pas un réveil, pardon, un indicateur de sommeil pour les enfants, et qui est totalement biosourcé, fait en France, dans le sud de la France, etc. Et elle, elle est entrepreneure depuis 2 ans, je crois, elle a lancé. Et elle est sur Montpellier aussi, et elle est très très chouette. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi d'avoir accepté que je vienne dans ta caravane atelier. Merci d'être venu au fin fond du Gard perdu, dans la campagne profonde. C'est pas si loin, c'est pas si loin. La route était agréable. Ça fait du bien, un peu de verdure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, à
échanger avec nous, avec Betty. En plus, elle est sur YouTube, donc elle pourra répondre directement aux questions et aux commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!